Est-ce que l'alimentation cétogène est la meilleure pour perdre du poids? Est-ce qu'elle était vraiment l'alimentation de nos ancêtres? Est-ce qu'un régime pauvre en glucides donne toujours de meilleurs résultats qu'un régime pauvre en gras? C'est à toutes ces questions que je vous propose de répondre aujourd'hui. Bonjour, c'est Benjamin et je suis ravi de vous retrouver pour cette série exceptionnelle de 3 vidéos où nous allons analyser dans le détail toutes les preuves scientifiques autour de l'alimentation cétogène. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la perte de poids. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les effets sur différentes maladies comme le cancer, le diabète ou Alzheimer. Et dans la troisième et dernière vidéo de cette série, on regardera ces effets sur la performance sportive, sur l'endurance, la force et la prise de muscle. Si j'ai décidé de faire ces vidéos, c'est pour 2 raisons. D'une part, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur le sujet. Logique, quand on sait que les recherches sur le régime cétogène ont explosé depuis 2016 sur le web. D'autre part, c'est la raison principale parce qu'en préparant ces vidéos, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun contenu qui faisait une synthèse objective et complète des connaissances sur le sujet. Vous allez me dire, c'est déjà le cas sur beaucoup de sujets en nutrition, mais là, c'est vraiment caricatural pour le cétogène. En gros, si vous cherchez des infos sur ce thème, vous allez tomber sur 3 catégories de personnes. Soit sur des témoignages personnels, des gens qui en font la promo parce qu'ils ont perdu du poids grâce à cela. Tant mieux pour eux, honnêtement, hein. Mais, encore une fois, l'anecdote personnelle n'a absolument aucune valeur scientifique. Je vous rappelle qu'on peut trouver des témoignages positifs pour absolument toutes les méthodes de régime possibles. Donc, ce n'est vraiment pas ça qui va les départager. Et d'ailleurs, si c'est votre cas et que cette alimentation vous convient, tant mieux hein, pour vous. Vraiment. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour montrer quelles sont les preuves objectives et pointer du doigt les arguments éventuellement mensongers. Deuxièmement, vous allez tomber sur des blogs ou des vidéos de gens qui en font la promo parce qu'ils ont un intérêt commercial derrière, à vendre du coaching, des produits ou des compléments liés au cétogène. Et le problème ici n'est absolument pas que des gens cherchent à gagner leur vie. Alors là, aucun souci là-dessus, on doit tous payer nos factures. J'insiste bien sur ce point. Mais le problème, selon moi, c'est quand vous vous enfermez dans un positionnement. Vous n'allez jamais rien faire pour lui nuire. Et ça rend difficile de croire à votre objectivité. Si tout le discours de quelqu'un est basé sur la mise en avant du régime cétogène, que même son pseudo sur le web, c'est Jean-Kévin cétogène ou Gwendoline huile de coco, il ne va jamais prendre le risque de tout remettre en question. Il va prendre seulement les infos qui vont dans son sens, alors que penser contre soi-même, c'est la base de l'esprit critique. Donc, cher public, j'attire juste votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas attendre des infos objectives d'une telle personne, même si elle est bien intentionnée. Et c'est valable, évidemment, pour tous les courants alimentaires. Hein. Et c'est pour cela que je me bats contre les étiquettes alimentaires. Troisième catégorie, on trouve aussi des vidéos d'experts, de médecins chantant aussi les louanges du cétogène, des vidéos à 99% en anglais, des personnes souvent basées en Amérique du Nord. Je suis d'ailleurs sûr qu'à la suite de cette vidéo, on va m'envoyer des liens vers des vidéos de ces gens-là en me disant « Oui, mais le docteur machin, il a dit ça ou ça sur le cétogène. » Alors, je ne vais pas tout vous détailler ici, ce n'est pas le sujet, mais juste pour rappel, on s'en fout que le mec soit médecin ou non, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Tout ce qui doit nous intéresser, ce sont les preuves, les données. Et malheureusement, on a le même problème en fait que précédemment. Beaucoup de ces figures de proue encensées par le milieu cétogène ont construit leur carrière sur ce créneau, ont écrit des livres sur le sujet, et donc ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en le remettant en question. Et oui, il y a des conflits d'intérêts chez certaines personnes qui critiquent le cétogène, mais ne croyez pas que les conflits d'intérêts n'existent pas non plus de ce côté-là. Hein. Beaucoup de travaux réalisés aux États-Unis par des chercheurs dits pro-cétogènes sont financés surtout par 2 entreprises, Virta Health et Pruvit, qui vendent des produits et des services liés au cétogène et qui ont de très gros investisseurs derrière eux. Donc, quand je vous dis que j'ai enquêté sur le sujet, hein, je ne fais pas les choses à moitié. Tout ça pour vous dire que ça ne nous dit encore rien sur la validité scientifique ou non du cétogène, mais regardez toujours bien qui parle et quelles sont les preuves qu'il avance. Il faut toujours faire marcher votre esprit critique. Et si je suis assez remonté, ce n'est pas parce que j'ai une dent contre le cétogène en particulier. Moi, je m'en moque, hein, comme je vous le disais, des étiquettes alimentaires. Et c'est un sujet de recherche très intéressant pour certaines problématiques. Mais j'en ai juste marre d'entendre des âneries et je continuerai à avoir la même démarche contre les contre-vérités véhiculées par n'importe quelle pratique alimentaire. Bien entendu, vous trouverez évidemment, comme d'habitude avec moi, toutes les références des études sur lesquelles je me suis basé
en description sous la vidéo. Ce sont encore une fois des centaines de travaux que j'ai épluchés pour vous donner la meilleure info possible. Et je dois vraiment vous avouer que je suis particulièrement fier de la qualité du travail que j'ai réalisé ici. J'insiste un peu dessus car c'est pas évident pour vous de toujours voir la différence entre la quantité de travail qu'il y a derrière des vidéos comme les miennes et celles de n'importe qui d'autre qui vous donnerait juste un ressenti ou qui vous résumerait un article qu'il aurait lu dans le journal de Mickey. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient enfin s'y retrouver dans toute cette cacophonie nutritionnelle et avoir enfin une information objective, s'appuyant sur les données scientifiques les plus récentes, comme je le fais dans toutes mes vidéos, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie non pas d'une, mais de 2 formations en ligne sur la nutrition. Alors c'est la première fois depuis 8 ans que je fais un nouveau programme sur ce sujet. On ne peut pas dire que je vous harcèle, hein. J'ai pris mon temps pour vous proposer quelque chose de vraiment unique. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus, mais en 2 mots, vous avez 2 formations qui ont le même tronc commun. D'un côté, Natura Balance, qui est pour toutes celles et ceux qui veulent savoir globalement ce que dit la science sur la meilleure façon de manger pour rester en bonne santé, ou même pour perdre du poids et ne pas le reprendre. Et de l'autre, ma formation Natura Power, qui elle s'adresse aux sportifs, à tous les sportifs, quel que soit votre niveau et votre type de sport, et qui est certainement, je pense, la formation la plus complète en nutrition disponible, où en plus des bases de la nutrition, je passe en revue aussi tout ce qu'il faut savoir pour adapter votre alimentation suivant votre type de sport, que ce soit endurance, force, musculation, crossfit, etc. Et suivant vos objectifs. Il y a un très gros module sur les compléments avec une analyse des preuves pour chacun d'entre eux et tout ce qu'il faut savoir pour adapter sa nutrition à différentes problématiques comme le surentraînement, les blessures, etc. Et quand vous voyez la quantité de travail et d'infos qu'il y a dans une seule de mes vidéos ici sur YouTube, imaginez que vous aurez accès à plus de 50 vidéos pour Natura Balance et à plus de 70 pour Natura Power, dans lesquelles je vous ai mis absolument toutes mes connaissances accumulées depuis des années. Et évidemment, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vous donne une information objective. Je ne suis affilié à aucun modèle alimentaire figé. Vous pouvez donc suivre ces programmes, quel que soit votre modèle alimentaire actuel, paléo, végétarien, vegan, omnivore classique. Pour en savoir plus, je vous invite donc à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo et vous inscrire à ces formations. C'est aussi la meilleure façon, encore une fois, de soutenir mon travail pour continuer à vous donner ces vidéos sur YouTube qui me demandent à chaque fois un travail de recherche titanesque. Sachant que j'ai choisi évidemment de rester toujours 100% indépendant, en ne faisant aucun placement de produit, en étant sponsorisé par personne. Je ne vends ni produits physiques, ni compléments. Et pourtant, croyez-moi que je suis contacté en permanence par des marques pour faire la promo de leurs produits. Bref, revenons-en à nos moutons bien gras. Cette vidéo n'est donc pas du tout un guide pour se lancer dans le cétogène, hein. Vous en trouverez plein par ailleurs. Encore une fois, mon but ici est de passer en revue les arguments qui sont mis en avant et de regarder ce que dit réellement la science sur le sujet. Mais juste pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi on parle, je vais faire un petit rappel de définition très rapide. Vous avez 3 familles de macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Ces derniers sont transformés en glucose qui nous sert de source d'énergie. Mais si on les réduit au minimum, les glucides, en dessous de 50 grammes par jour en moyenne, pour compenser, l'organisme va produire une autre source d'énergie à partir des graisses, les corps cétoniques. Littéralement, une alimentation cétogène, c'est ça. Une alimentation qui fait produire des corps cétoniques en se basant essentiellement sur les lipides. On les trouve aussi en cas de jeûne, mais ce n'est pas le sujet du jour. Historiquement, le régime cétogène a été développé au début des années 1920, quand on a observé son efficacité pour diminuer les crises chez des enfants souffrant d'épilepsie. Mais cette approche sera progressivement mise de côté par la suite avec le développement des médicaments pour traiter l'épilepsie. Les régimes pauvres en glucides connaîtront un regain d'intérêt dans les années 1970 avec la sortie du régime Atkins, mais jusqu'à la fin des années 90, la recherche clinique sur le sujet restera très pauvre. C'est vraiment depuis 20 ans que, poussé par l'intérêt du public, on a eu de plus en plus d'études réalisées sur ce thème. Du côté de la répartition des macros, il y a souvent beaucoup de confusion entre alimentation cétogène et simplement réduite en glucides. Certaines personnes pensent parfois suivre un régime cétogène alors que pas du tout. Dans la définition la plus couramment admise, une alimentation cétogène contient moins de 50 grammes de glucides par jour. Une alimentation pauvre en glucides, c'est entre 50 et 150 grammes par jour. Une alimentation modérée en glucides aura entre 40 et 65% de ses calories qui en vient. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les recommandations nutritionnelles classiques des agences sanitaires.
Et riche en glucides, c'est plus de 65% des calories qui viennent des glucides. Pour la répartition des différents macros, il y a différentes versions. Dans la version classique historique, on est à 90% de calories apportées par les lipides pour environ 6% de protéines et 4% de glucides. Il y a ensuite d'autres versions du cétogène un peu plus flexibles qui se sont développées avec sa popularisation, avec un peu plus de protéines, un peu moins de lipides, mais on reste au minimum à 70% de lipides, sachant aussi que les 50 grammes de glucides, c'est une règle générale. Certains vont rester en cétose avec un peu plus, d'autres auront besoin de descendre plus bas. Et 50 grammes de glucides, ça va très vite, hein. C'est par exemple 70 grammes de riz, 90 grammes de pain, ou juste un bol de céréales de petit déjeuner. Et forcément, on élimine les aliments les plus riches en glucides, hein, les produits céréaliers, les produits avec des sucres ajoutés, et on limite fortement les fruits et légumes les plus riches comme les tubercules. De l'autre côté, on va privilégier toutes les sources de gras, les viandes et poissons gras, les huiles, les oléagineux, la crème, le fromage, enfin si on mange des produits laitiers, l'avocat, la coco, etc. Et les fruits et légumes pauvres en glucides comme les légumes verts, les crucifères ou les baies. Enfin, c'est une alimentation modérée en protéines. Une trop grande quantité peut faire sortir de la cétose, mais il n'y a pas de consensus scientifique sur la limite exacte. Et la limite sur les glucides limite forcément la consommation des légumineuses comme source de protéines végétales. Voilà pour une vision très rapide. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je ne rentre pas dans le détail de l'équilibre ensuite qu'il faut bien faire entre les différents types de graisses, sur l'attention qu'il faut bien apporter à son apport en fibres, à certains micronutriments. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Alors, depuis le début, je vous parle de cétose et de corps cétonique, mais il faut savoir ce dont il s'agit exactement pour comprendre ce qui fait la spécificité de l'alimentation cétogène. En l'absence de glucides, comme je le disais, le foie va transformer les acides gras en 3 types de corps cétoniques. L'acétylacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. On appelle ce processus la cétogénèse. Comme les corps cétoniques sont hydrosolubles, le foie peut les envoyer dans le sang pour qu'ils aillent servir de source d'énergie aux organes, notamment le cerveau, à la place du glucose. Vous êtes donc considéré en cétose à partir du moment où votre taux sanguin de corps cétonique atteint un certain seuil. Avec une alimentation standard, on a maximum 0,1 mmol par litre de cétone dans le sang. Dans les études, les chercheurs considèrent en général qu'on est en cétose à partir de 0,5 mmol par litre. Et les promoteurs du cétogène défendent souvent une fourchette entre 1,5 et 3 mmol par litre. Sachant qu'on peut aussi mesurer son taux de cétone avec un test respiratoire ou des bandelettes urinaires. Dernier point, cette mesure est la seule façon de savoir si on est en cétose. Le feeling, la sensation, ça n'a aucune valeur. Passons enfin à l'analyse des preuves. Premier argument que j'ai beaucoup entendu dans la bouche des défenseurs du cétogène, pas de tous, mais de beaucoup, ce serait l'alimentation idéale parce que ce serait celle qu'auraient suivi nos ancêtres pendant des centaines de milliers d'années au Paléolithique. Et de tous, cet argument est celui qui me met le plus hors de moi. Autant sur la suite, comme vous le verrez, on peut débattre avec un peu plus de nuances, autant là, c'est juste non. Et pour un passionné d'anthropologie et de paléontologie comme moi, ça me rend dingue d'entendre des mensonges pareils. Surtout que cet argument, on l'entend dans tous les courants alimentaires. Certains véganes disent aussi que c'est le végétalisme, la nourriture originelle, sortant des bêtises comme quoi on aurait des intestins d'herbivores. D'autres prétendent que c'est le frugivorisme, il ne faudrait manger que des fruits. D'autres encore que c'est le crudivorisme. Et ces dernières années, on a même un nouveau courant qui émerge aux États-Unis prônant le régime carnivore comme régime ancestral. Donc, tous ceux qui utilisent cet argument de l'alimentation de nos ancêtres, arrêtez, juste arrêtez, vous racontez tous de la merde. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, notamment celle qui s'appelle « Faut-il manger comme nos ancêtres ?» Mais pour rappel, dans l'histoire de l'évolution de nos ancêtres depuis 5 millions d'années, oui, la consommation de produits animaux, notamment de produits animaux gras, d'abord comme charognard, puis comme chasseur, a certainement joué un rôle important dans l'évolution de notre physiologie entre la taille du cerveau et celle des intestins. Mais on oublie toujours de dire qu'un autre grand changement alimentaire qui nous a séparés des autres grands singes quand on est descendu des arbres, c'est une consommation importante de tubercules et de légumes racines riches en amidon, l'équivalent aujourd'hui des patates douces, ignames, etc., dont les glucides sont devenus encore plus digestes avec l'invention du feu et de la cuisson, comme très bien expliqué dans ce papier paru en 2015 dans le Quarterly Review of Biology. C'est très complexe de toute façon de savoir exactement comment mangeaient nos ancêtres,
même si l'analyse des dents, de la composition des os nous en apprennent déjà beaucoup. Surtout qu'il n'y a pas eu un modèle unique sur une période s'étalant sur plusieurs centaines de milliers d'années, si on ne parle que d'Homo sapiens. C'est pour cela qu'on regarde aussi le mode de vie et l'alimentation des dernières populations de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui. Et là, on retrouve un autre argument du milieu cétogène, ce sont les Inuits. Sauf que les Inuits sont une exception et non pas la règle. Ils ont des adaptations génétiques spécifiques par rapport à leur alimentation riche en graisse animale qu'ils pratiquent depuis des générations, et leur modèle alimentaire est minoritaire. Plus vous allez vers le nord, oui, plus la proportion de produits animaux est importante, et à l'inverse, les populations vivant entre les tropiques ont une part de végétaux plus importante. Citons 2 exemples. D'une part, les Hadza, une population vivant en Tanzanie et étant l'une des mieux étudiées, car même s'il y a forcément des différences, c'est celle qui a gardé le mode de vie qui s'approche certainement le plus de celui de nos ancêtres avant la sortie d'Afrique. Alors oui, ils chassent du gibier, mais ils mangent aussi beaucoup de tubercules, de baies, de fruits du baobab, et surtout, comme ce sont des opportunistes, s'ils trouvent une ruche d'abeilles, ils vont se gaver de miel sur place, comme ça ne se transporte pas. Ils sont capables d'avaler 1 litre d'un coup, et ça représente jusqu'à 20% de leur apport calorique total. On retrouve d'ailleurs une consommation de miel importante dans de nombreuses populations de chasseurs-cueilleurs. Hermann Ponzer de l'université de Duke, qui est l'un des meilleurs spécialistes du sujet et qui a fait des études de terrain auprès des Hadza, estime la répartition des macros chez eux comme ceci. 65% des calories venant des glucides, 24% des protéines et seulement 11% des lipides, sachant évidemment qu'il y a un peu de variation entre la saison sèche et la saison des pluies. Un deuxième exemple rapide, les Chimani, un peuple indigène vivant dans l'actuelle Bolivie qui pratique à la fois la chasse, la cueillette et un peu d'agriculture de subsistance. Ils ont aussi une alimentation très riche en glucides avec du manioc, des bananes plantains et du riz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont absolument aucun problème cardiovasculaire. On dit qu'ils ont les artères les plus propres du monde. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut appliquer telle quelle l'alimentation de toutes ces populations. Il faut prendre en compte le contexte global, où ils font tous beaucoup d'activités physiques. Ils ont d'autres problèmes de santé, liés surtout aux infections et aux parasites. Mais au final, l'argument de la diète cétogène qui serait l'alimentation originelle, ça ne tient pas la route plus d'une seconde face aux preuves. Je pourrais aussi parler des populations ayant un taux de centenaire supérieur à la moyenne, les fameuses zones bleues, comme Okinawa au Japon, l'île d'Ikaria en Grèce, ou la Sardaigne. À Okinawa, ils consomment beaucoup de patates douces, et les céréales complètes et les légumineuses ont toute leur place dans le régime méditerranéen traditionnel, qui est aussi riche bien sûr en huile d'olive et en oléagineux. Dernier point dans les arguments cités parfois en lien avec l'évolution, le fait que cette capacité à produire des corps cétoniques et à se passer de glucides montrerait qu'ils ne sont pas essentiels et donc qu'on peut s'en passer sans problème. Sauf que c'est un mauvais raisonnement, encore une fois, beaucoup de confusion. Si des mécanismes comme la cétose et la néoglucogénèse existent, c'est bien qu'il y a une pression sélective qui a favorisé les individus capables de survivre en période soit de privation alimentaire totale, de jeûne forcé, soit de privation de sources de glucides. Mais ce n'était absolument pas un état permanent, c'était toujours ponctuel. Et ça montre au contraire que l'une des particularités d'Homo sapiens, c'est cette flexibilité métabolique pour profiter au mieux des différentes sources d'énergie à sa disposition. Et donc, ce n'est pas parce que c'est possible de se passer de glucides que c'est forcément l'idéal. Cet angle n'est donc pas nécessairement un argument contre, mais ce n'est certainement pas un argument pour non plus. Passons maintenant à la perte de poids et à l'obésité. Encore une fois, je sais que tous ceux qui suivent cette alimentation vont me dire « mais ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie ». Oui, d'accord, on a compris. Sauf que dans les faits, elle est mise énormément en avant pour cet aspect de perte de poids. Il est donc fondamental que je traite de ce sujet en profondeur. J'insiste à nouveau aussi sur le fait que je ne prends pas juste une étude qui irait dans mon sens, contrairement à ce que 99% des autres font. Je vous propose ici une synthèse complète et objective sur ce sujet. Dernier point, je vais parler ici à la fois des régimes pauvres en glucides, low carb en anglais, et du régime cétogène, parce qu'il y a beaucoup d'arguments en commun sur l'aspect perte de poids, mais je vais aussi passer en vue évidemment les arguments spécifiques au cétogène. Premier argument que l'on voit très souvent, c'est le fait que les recommandations officielles dans les pays occidentaux à partir de la fin des années 70, début 80,
serait responsable de l'explosion de l'obésité en ayant mis en avant comme socle de la pyramide alimentaire les produits céréaliers et donc les glucides. Je vous avais prouvé dans ma série de vidéos sur l'obésité pourquoi cet argument ne tenait pas face à la réalité. Je vous invite à aller les voir pour plus de détails. Mais pour résumer rapidement, j'avais fait un travail gigantesque pour compiler toutes les données de tous les pays pour analyser les tendances. Et comme vous le voyez sur ce graphique, c'est bien l'apport calorique total qui a augmenté dans tous les pays. Et si on regarde ensuite la répartition par famille d'aliments, avec ici la France par exemple, vous avez en bas les aliments dont l'apport calorique a diminué par rapport à l'année de référence 1961, et en haut ceux dont l'apport a augmenté. Comme vous le voyez, par rapport à il y a 50 ans, on consomme autant de produits céréaliers après une période de baisse. Moins d'alcool et moins de tubercules, mais un peu plus de sucre, de viande et surtout beaucoup plus d'huile et de matières grasses ajoutées. Si on regarde les États-Unis, à partir des années 80, ils ont eu une explosion de toutes les calories ingérées, plus de sucre, plus de viande, plus de produits céréaliers et plus de matières grasses ajoutées. Et je vous avais montré que c'est la même tendance dans tous les pays, avec une répartition différente selon les traditions alimentaires de chacun. Mais dire qu'il y aurait une explosion uniquement de la consommation de glucides qui aurait entraîné l'obésité partout, ça ne tient pas face à la réalité des preuves. Et comme je vous l'avais expliqué, ces graphiques montrent surtout que l'explosion des calories venant à la fois des matières grasses ajoutées, du sucre, etc., est liée à l'explosion des produits transformés qui en contiennent beaucoup, et que s'il y a bien eu un discours stigmatisant le gras et le cholestérol dans les années 80, il n'a pas conduit à une diminution de sa consommation sur le terrain, mais il a permis aux industriels par contre d'inventer toute une gamme de nouveaux produits sans gras mais bourrés de sucre, comme les céréales de petit déjeuner, qui sont venus s'ajouter en plus du reste. Et ça n'enlève pas non plus la responsabilité spécifique des boissons sucrées, des sodas, dans certains pays comme le Mexique. Dernier point sur cet aspect historique, si on remonte à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à une époque où l'obésité était encore quasi inexistante, on consommait en moyenne 220 kg de pain par an et 178 kg de pommes de terre, et la consommation de ces aliments n'a cessé de chuter au cours du 20e siècle. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était l'alimentation idéale, mais simplement qu'on ne peut pas spécifiquement les pointer du doigt dans l'obésité. Laissons donc de côté l'argument historique pour nous recentrer sur la science. Analysons tout ça en 5 points, en regardant d'où vient le poids perdu au début d'un régime cétogène, puis en comparant une alimentation riche en glucides et une riche en lipides en cas de suralimentation, ensuite en les comparant en cas de régime, puis nous regardons précisément l'hypothèse glucide-insuline de l'obésité, et enfin nous analyserons deux aspects spécifiques au régime cétogène, l'adhérence et les effets sur l'appétit. Premièrement, il est important de faire un rappel sur la perte de poids les premiers jours d'un régime cétogène ou très pauvre en glucides. Vous le savez certainement, votre corps stocke le glucose dans votre foie et surtout dans vos muscles sous forme de glycogène pour avoir une source d'énergie disponible rapidement. Et pour être stocké, le glycogène a besoin d'être lié à de l'eau. Pour 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. Quand vous faites la transition vers un régime cétogène, vous n'avez plus assez de glucides pour refaire ces réserves et votre stock de glycogène va donc se vider ces premiers jours, ce qui libère l'eau qui était stockée avec ou qui va être éliminée. Et c'est donc pourquoi la première semaine d'un régime cétogène, l'essentiel du poids perdu est de l'eau et qu'il ne faut surtout pas se fier à ça pour juger d'une efficacité éventuelle à long terme. Ce poids dépend fortement de la masse musculaire de chacun, mais grosso modo, ça peut aller de 1,5 à 4 kg. Deuxièmement, regardons donc ce qu'il se passe si on donne à des gens plus de calories que leurs besoins. C'est ce qu'on appelle l'overfeeding, la suralimentation, et si ces calories supplémentaires viennent soit des glucides, soit des graisses, pour comparer leur effet sur la prise de poids. On a quelques travaux de ce type où les chercheurs font manger à 2 groupes 40 à 50% de calories en plus que leurs besoins, par exemple soit sous forme de boissons sucrées, soit de crème entière, pour comparer sucre et graisse. Les résultats n'indiquent pas vraiment de différence en termes de prise de poids entre les groupes. Il y a quelques études qui ont comparé les effets de différents types de glucides ou de graisses, par exemple en faisant consommer aux cobayes, en plus de leurs repas normaux, des boissons égales en calories contenant soit du glucose, soit du fructose. Les 2 groupes avaient pris en moyenne autant de poids et de masse grasse, mais c'est la répartition de celle-ci qui était un petit peu différente, avec un peu plus de graisse viscérale pour le groupe fructose. Après, on manque encore un peu de données sur ce sujet du fructose, mais il semble que ces effets négatifs viennent vraiment surtout quand on mange plus que ses besoins,
et qu'il est sous forme libre, dans des boissons par exemple, et non pas dans la matrice alimentaire de fruits entiers. Du côté des lipides, on a aussi des travaux comparant la prise des calories supplémentaires sous la forme de différentes graisses. Par exemple, une étude faisait prendre aux patients soit de l'huile de tournesol riche en oméga 6, soit de l'huile de palme riche en acide palmitique, un type de graisse saturée. Les deux groupes ont pris autant de poids, mais le groupe huile de palme avait pris un peu plus de masse grasse et moins de masse maigre comparé à l'autre, spécifiquement plus de graisse viscérale et hépatique. Il semble donc que dans le cadre d'une suralimentation, quand on mange plus de calories que ses besoins, et j'insiste sur ce point, certaines graisses saturées pourraient augmenter les graisses hépatiques au niveau du foie et encore plus en synergie avec le fructose. Je ne suis bien entendu pas en train de vous dire qu'il faut se gaver d'oméga 6, évidemment que non, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en cas d'alimentation hypercalorique, il n'y a pas de différence claire entre les lipides ou les glucides sur la prise de poids totale, mais que le type de glucides ou de graisse peut avoir éventuellement un effet sur la répartition corporelle de la masse grasse. Mais encore une fois, on manque d'études qui auraient comparé vraiment tous les différents types de glucides et de lipides pour être catégoriques sur les effets de chacun. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le sujet des fruits et de la prise de poids, j'avais fait une vidéo spécifique sur le sujet. Par contre, là où on a beaucoup plus de travaux et des très intéressants, c'est dans le sens inverse, quand on compare les effets d'un régime, c'est-à-dire en diminuant les calories pour une perte de poids, soit réduit en glucides, soit réduit en lipides. Petite précision importante pour commencer. Il y a donc beaucoup d'études sur le sujet, mais un grand nombre sont de mauvaise qualité malheureusement. C'est-à-dire que la base indispensable pour pouvoir comparer deux régimes est d'avoir un apport en calories identique, mais aussi une quantité ou un ratio de protéines équivalent, parce que les protéines sont à la fois plus rassasiantes et brûlent plus de calories pour être digérées. Parce que j'ai vu de nombreuses fois des gens brandir des études prouvant soi-disant qu'un régime cétogène ou low carb faisait perdre plus de poids, sauf qu'il contenait soit plus de protéines, soit moins de calories, et donc on ne pouvait en fait tirer aucune conclusion de ces travaux. Toujours regarder précisément ce à quoi vous comparez quelque chose. Par exemple, on a des études où l'on compare une alimentation réduite soit en glucides, soit en lipides, à aucun changement. Les gens gardent leur alimentation de base. Quand on conseille par exemple à des gens de réduire la proportion de graisse dans leur alimentation et qu'on les compare à un groupe contrôle qui lui ne change rien, et que dans les deux cas, on leur indique de ne pas spécifiquement chercher à réduire les calories. Les gens du premier groupe perdent tout de même un peu de poids, et l'inverse est vrai aussi pour les glucides, ce qui est totalement normal, car l'un ou l'autre entraîne une réduction naturelle des calories. Si je vous dis de manger moins gras, vous allez par exemple éliminer beaucoup de produits industriels contenant des matières grasses ajoutées, les pâtisseries contenant du beurre ou de la margarine, etc. Et si je vous dis de réduire les glucides, vous allez enlever les produits contenant du sucre en premier lieu, ce qui représente déjà une grosse partie des produits transformés, réduire, voire éliminer le pain, les pommes de terre, les céréales. Donc comparer simplement un de ces régimes au simple conseil de manger moins de tout, ça n'a pas grand intérêt pour pouvoir les départager et identifier si les régimes low carb ou cétogènes ont un avantage particulier. Il faut les comparer l'un en face de l'autre et que ce soit bien fait. Comme je le disais juste avant, les études ne sont pas toujours de bonne qualité. Heureusement, il y en a quelques-unes de bonne qualité, je ne vais pas toutes les lister. Ce qu'il faut retenir de la vision d'ensemble, c'est qu'il n'y a pas de réelle différence au final si on prend bien en compte tous les facteurs confondants. Je vais juste vous en détailler deux. La première, très récente et sûrement la plus ambitieuse en termes de qualité et de durée, s'appelle l'étude DietFits, parue en 2018 dans la prestigieuse revue JAMA, Journal of the American Medical Association. C'est une étude clinique ayant suivi 609 personnes en fort surpoids ou obèses pendant 12 mois, assignées à une alimentation réduite soit en glucides, soit en graisse. Chaque participant était suivi par un diététicien avec 22 sessions pendant l'année, et les conseils étaient aussi très focalisés sur la qualité des aliments, peu transformés, plein de légumes, etc. Ce qui est top avec cette étude, c'est que les gens étaient donc à la fois en conditions de vie réelles et très encadrés. Résultat, au final, la perte de poids moyenne à la fin des 12 mois était la même dans les deux groupes, c'est-à-dire pas de différence statistiquement significative à apport calorique et en protéines équivalent. Leur métabolisme au repos avait également diminué dans les mêmes proportions. Les chercheurs ont aussi vérifié le facteur génétique en comparant le résultat avec la présence ou non de gènes associés à une meilleure adaptation à une alimentation low carb ou low fat chez les individus, et aucun impact n'a été détecté.
Ils ont aussi mesuré régulièrement la production d'insuline chez les participants à 0, 3, 6 et 12 mois pour voir si le taux d'insuline pouvait prédire la perte de poids, l'hypothèse chère aux partisans du low carb. Résultat, aucun lien significatif non plus. Par contre, si on regarde précisément par individu, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Sur ce graphique, chaque barre correspond à la perte de poids d'un participant, avec en haut ceux ayant suivi le régime pauvre en lipides et en bas ceux du régime pauvre en glucides. Comme vous le voyez, pour un même modèle alimentaire, les variations individuelles sont énormes et sont les mêmes dans les deux cas. Comme le note l'auteur principal de l'étude, le docteur Christopher Gardner, les personnes ayant eu les meilleurs résultats sont celles ayant réussi à changer leur relation avec la nourriture. Manger en pleine conscience, pas devant les écrans, etc. Cuisiner, faire ses courses autrement. Les conseils des diététiciens se concentraient aussi sur une personnalisation de la satiété de chacun. Optimiser l'alimentation pour que personne ne se sente dans une restriction trop dure. Les 4 fondements qui se retrouvent dans les deux groupes confondus sont plus d'aliments bruts, plus de légumes, moins de sucre et moins de céréales raffinées. Pour résumer, cette étude est très pertinente par sa longue durée et son déroulement en vie réelle. Elle est surtout à mettre dans le contexte plus large de toutes les autres études réalisées sur le sujet et qui pointent toutes clairement dans la même direction. Le critère principal de la réussite d'un régime, c'est la capacité d'adhérence, la capacité à tenir le modèle alimentaire sur le long terme. Une alimentation purement théorique mais intenable sur le long terme n'a que peu d'intérêt en situation réelle et cette capacité d'adhérence va dépendre notamment de préférences individuelles. Deuxième étude que je voudrais vous résumer rapidement, qui n'a même pas encore été publiée, pour vous dire à quel point je suis à la pointe de l'info, c'est une étude qui a comparé une alimentation végétalienne pauvre en gras à une alimentation cétogène riche en produits animaux. C'est un travail d'une très grande qualité qui a été réalisé par celui que je considère comme le meilleur chercheur en obésité au monde, l'américain Kevin Hall. À la différence de l'étude DietFits dont je vais parler juste avant, on a un petit groupe de personnes, mais qu'on a gardé à plein temps à l'hôpital pendant 4 semaines pour contrôler à 100% leur alimentation et faire des mesures régulières sur leur métabolisme. Les participants n'avaient pas de maladie particulière, mais ils étaient tous en surpoids. On les a divisés en 2 groupes. Le groupe A a suivi l'alimentation cétogène pendant 2 semaines et le groupe B l'alimentation végétalienne. Et ça a été l'inverse les 2 semaines suivantes. Le groupe A est passé au végétalien pauvre en gras et le groupe B au cétogène. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'on donnait aux participants 3 repas par jour qui contenaient plus de calories que leurs besoins en leur disant en fait de manger autant qu'ils le voulaient. Car le but était notamment de voir les effets sur l'appétit s'il n'y a pas de restriction particulière. On leur a bien dit qu'ils ne devaient pas chercher à perdre du poids et qu'ils devaient manger à leur faim. Le résultat est assez impressionnant puisque les 2 groupes ont mangé en moyenne 689 calories en moins pendant la phase d'alimentation végétalienne par rapport au cétogène. Alors pourquoi ? Certainement en grande partie parce que la densité calorique de l'alimentation végétalienne, c'est-à-dire le nombre de calories par gramme de nourriture, était la moitié de celle du cétogène. Du côté du poids, comme prévu la première semaine du cétogène, les participants ont perdu le poids du glycogène et de l'eau, puis c'est resté stable, et ils ont perdu un poil plus de masse grasse pendant la phase végétalienne, ce qui est totalement normal vu la réduction des calories. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que les plats dans les 2 modèles alimentaires avaient des proportions de protéines équivalents, des apports en fibres suffisants et étaient préparés essentiellement à partir d'aliments bruts non transformés. Le but était d'avoir une sorte d'idéal de ces 2 alimentations dans les 2 cas. Mais à mon avis, en conditions de vie réelle, beaucoup de ceux qui perdent du poids avec succès grâce à un régime cétogène se mettent en fait à manger un peu plus de protéines qu'ils ne faisaient avant, ce qui augmente la satiété et réduit donc naturellement l'apport calorique. Donc cette étude est à mettre dans le contexte global de toutes les autres, mais elle n'est pas la preuve non plus qu'un régime vegan serait par essence dans tous les cas supérieur. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'alimentation végétalienne avait bien évidemment une charge glycémique beaucoup plus importante. Et les participants avaient des taux d'insuline plus élevés pendant celle-ci. C'est donc une preuve supplémentaire que l'insuline n'est pas un stimulateur automatique d'appétit ni de prise de masse grasse. Cette hypothèse, appelée hypothèse glucide-insuline de l'obésité, est fortement mise en avant par les défenseurs des alimentations low carb et cétogènes. Je l'avais déjà analysée en détail dans ma vidéo sucre versus gras, mais je vais vous la résumer rapidement. Elle stipule que l'insuline augmenterait mécaniquement la prise de poids, surtout de gras,
qu'elle stimulerait l'appétit et qu'une alimentation pauvre en glucides, voire cétogène, augmenterait au contraire naturellement le métabolisme, faisant brûler plus de calories. Comme je vous l'avais déjà expliqué jusqu'à ce jour, aucune donnée sérieuse n'est venue prouver cette théorie et même au contraire, beaucoup de travaux se sont accumulés ces dernières années pour montrer que les 3 points que je viens de citer ne tiennent pas la route. Par exemple, on a mesuré précisément le métabolisme, les calories brûlées au quotidien, chez des gens soit en cétogène, soit en régime pauvre en graisse. Et il n'y a pas de différence. Effectivement, les gens cétogènes vont brûler plus de gras, mais parce que c'est ce que vous donnez comme source d'énergie à votre corps. Si vous mangez 500 calories de lipides, vous brûlerez 500 calories de lipides. Si vous mangez 500 calories de glucides, vous brûlerez 500 calories de glucides. Tout simplement, à calories équivalentes, le cétogène ne fait pas brûler vos graisses stockées plus facilement et de manière extraordinaire. Donc je veux être clair, je vais vous résumer ça en langage familier. Quand quelqu'un vous fait la promo du cétogène en vous disant que vous allez booster votre métabolisme, qu'il faut se gaver de gras pour brûler du gras et que les calories ne comptent pas, cette personne raconte n'importe quoi. C'est la preuve ultime qu'elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle raconte. Il n'y a pas de oui, mais à me sortir, hein, la réalité scientifique est ce qu'elle est, peu importe vos croyances. Alors il nous reste 2 points à voir rapidement. D'une part, est-ce qu'il est plus facile de suivre une alimentation cétogène sur le long terme ? Comme je vous l'ai dit, l'adhérence est le facteur de succès numéro 1 de n'importe quel régime, surtout pour éviter de reprendre le poids perdu à moyen terme. C'est souvent un argument mis en avant par les promoteurs du cétogène, comme quoi ce serait une alimentation très facile à suivre. Alors en résumé, dans les études, parce que c'est toujours à ça que je reviens, le niveau d'abandon est similaire entre les personnes suivant une alimentation hypocalorique classique et une pauvre en glucides ou cétogène. Par contre, il faut noter que sur le long terme, une bonne partie des gens indiquant, selon eux, toujours suivre une alimentation cétogène, ont en fait progressivement augmenté leur apport en glucides au-delà des 50 grammes, passant en fait plus du côté low carb classique, avec entre 50 et 150 grammes de glucides par jour, ce qui indique tout de même une difficulté de rester en cétogène strict sur le long terme pour une partie de ceux qui s'y mettent. Encore une fois, certains y arrivent, tant mieux hein, pour vous si c'est votre cas et si ça vous convient. Cela va vraiment dépendre de facteurs personnels comme le goût, la motivation, l'environnement de chacun. Deuxième point, est-ce qu'il y a un effet particulier du régime cétogène sur l'appétit ? L'appétit est un critère qui dépend de tout un équilibre hormonal très complexe. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, notre cerveau nous pousse surtout à surconsommer les aliments hyperpalatables, à la fois riches en sucre, en amidon, en gras, en sel. À partir du moment où vous éliminez quasiment intégralement les glucides, vous enlevez donc une grande partie de ces aliments. Vous diminuez la palatabilité globale de votre alimentation et vous restreignez les opportunités de trop manger. C'est donc tout naturel d'avoir un appétit qui se réduirait dans ce cas-là. Et c'est la même chose avec une alimentation pauvre en gras. Si je prends l'exemple du Nutella, c'est à la fois de l'huile de palme et du sucre. Donc vous allez l'éliminer en fait dans les deux cas. Ensuite, en cétogène, vous êtes aussi obligé d'éliminer la majeure partie des calories liquides. Jus de fruits, soda sucré, et l'on sait que les calories liquides sont les moins rassasiantes. Au final, la réduction des calories et de l'appétit vient beaucoup du fait de simplifier et de revenir à des produits bruts, mais ça n'est pas spécifique au cétogène. La seule chose qui lui est spécifique, ce sont les corps cétoniques. Il est possible, et je mets beaucoup de conditionnels, que les corps cétoniques aient un petit effet sur l'appétit dans le cerveau, mais il y a tellement encore peu d'études solides sur le sujet, pour le moment, que c'est impossible à trancher. On arrive à la conclusion de cette première partie sur les effets du cétogène sur la perte de poids et sur l'obésité. En résumé, comme vous l'avez vu, la majorité des arguments mis en avant pour défendre cette alimentation ne reposent pas sur des données solides. Ce n'est absolument pas l'alimentation originelle de nos ancêtres. Les glucides ne sont pas spécifiquement responsables de l'explosion de l'obésité dans le monde, et quand on compare des régimes pauvres en lipides et pauvres en glucides de qualité équivalente, il n'y a pas d'avantage clair de l'un sur l'autre. Mais il y a par contre de grandes variations individuelles dans la réussite de n'importe quel régime qui tient avant tout à la capacité d'adhérence sur le moyen et sur le long terme. Il faut notamment que cela corresponde à vos goûts, aux produits disponibles localement, qu'il n'y ait pas trop de contraintes sociales, qu'il y ait même des facteurs de motivation. Par exemple, il sera plus dur mentalement de garder une alimentation cétogène sur le long terme si tous vos amis sont véganes avec une alimentation riche en glucides, alors qu'au contraire, ça facilitera les choses si, par exemple, tous vos amis à la salle de sport font aussi du cétogène. Il ne faut jamais sous-estimer l'aspect social
dans la réussite du maintien de n'importe quel modèle alimentaire. Et si jamais réduire les glucides est ce qui vous correspond le plus, pas de souci, hein, ça fonctionne pour un grand nombre de personnes, surtout si ça vous pousse à éliminer les produits transformés. Je dirais simplement il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au cétogène. Il sera plus facile de maintenir sur le long terme une alimentation un peu réduite en glucides. Et il faudra voir si cela convient aussi à vos autres objectifs, notamment si vous êtes sportif. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier les bases sur lesquelles tout le monde peut s'accorder. Consommer uniquement des produits peu ou pas transformés, manger assez de fibres et de protéines pour mieux contrôler sa satiété et éviter la perte de masse grasse musculaire en cas de régime hypocalorique, manger plein de légumes et diminuer la palatabilité de son alimentation en évitant les plats à la fois riches en sucre, en gras et en sel. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir enfin faire le tri dans toutes les infos contradictoires avec la formation la plus complète sur la nutrition, avec une rigueur scientifique comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous invite à nouveau à vous inscrire soit à Natura Power pour les sportifs ou à Natura Balance pour tous les autres. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Encore une fois, je pense que ce que je vous propose dedans est assez unique. Je vous retrouve la prochaine fois, on parlera des effets du cétogène sur la santé en général et sur certaines pathologies en particulier. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.